Bienvenue dans cette nouvelle édition d'Euronews Soir pour faire le tour de l'actualité européenne et internationale. Voici les titres du jour de ce lundi 3 décembre. À la une aujourd'hui, le gouvernement français à la recherche d'une sortie de crise face à la grogne des Gilets jaunes. Le Premier ministre a reçu aujourd'hui les leaders politiques de tous les partis élus au Parlement, 48 heures après la journée de violence sans précédent qui a meurtri Paris et plusieurs villes de province. Un vent de pessimisme souffle sur la conférence internationale pour le climat qui vient de s'ouvrir en Pologne. Il faut agir avant qu'il ne soit trop tard, insiste Antonio Guterres, le secrétaire général de l'ONU. Un appel à l'action alors que les effets du réchauffement climatique s'intensifient sur la planète. Pour la première fois depuis la fin de la dictature espagnole, une formation d'extrême droite fait une entrée fracassante dans un parlement régional. Dans cette édition, le portrait du leader Santiago Abascal, le nationaliste andalou qui veut désormais reconquérir toute l'Espagne. Et pour terminer ce journal, une invitation à découvrir l'œuvre radioactive d'un artiste britannique, Nick Visey, exploite les rayons X pour montrer au public un monde brut, sans phare et sans retouche. Comment sortir de l'impasse dans le conflit qui oppose depuis 3 semaines le gouvernement français aux Gilets jaunes? L'exécutif est appelé à lâcher du lest, voire à démissionner après les émeutes du week-end. Le résumé d'une journée de consultation politique, Fleur Martins. Après les violences parisiennes qui ont émaillé les manifestations des Gilets jaunes ce week-end, Édouard Philippe tient permanence à Matignon. Dans une tentative d'apaisement, le Premier ministre français reçoit les différents chefs de parti. À droite comme à gauche, une revendication revient constamment. Les taxes qui sont prévues en janvier prochain ne peuvent pas intervenir. Il faut qu'il y ait un moratoire sur les taxes avant toute discussion. C'est la seule façon de rendre crédible cette discussion. L'augmentation de la taxe sur les carburants, l'étincelle qui a provoqué l'incendie, est en effet au cœur du débat. Pour cela, il faut organiser un référendum qui permette de trancher définitivement ces questions, dans lequel le président de la République permette enfin aux Français de s'exprimer et de sortir de cette impasse. Si l'opposition est unanime pour critiquer le mutisme présidentiel, le Rassemblement national de Marine Le Pen et la France insoumise vont eux encore plus loin, à l'image de Jean-Luc Mélenchon qui réclame des élections anticipées. Après les politiques, Édouard Philippe devait normalement recevoir des représentants des Gilets jaunes ce mardi, mais 2 des membres du collectif ont annoncé qu'ils ne se rendront pas à Matignon, notamment pour des raisons de sécurité. Alors que de nouvelles mesures sont attendues ces jours prochains, les mouvements de contestation se poursuivent à travers l'Hexagone. En Bretagne, les blocages ont même provoqué des pénuries de carburant, alors que des péages gratuits et des barrages filtrants occupent toujours les autoroutes. En marge du mouvement, à Paris, ce sont les ambulanciers qui ont pris place devant l'Assemblée nationale pour réclamer la suspension de la réforme des transports sanitaires. Assemblée où doit avoir lieu un débat ce mercredi, avant des discussions au Sénat le lendemain. Si le mouvement des Gilets jaunes a surpris le monde politique et médiatique, les sociologues sont sur le terrain pour observer de près ce mouvement hétérogène. Lancé par une pétition puis relayé par les réseaux sociaux, le mouvement des Gilets jaunes s'est organisé en dehors de toute structure syndicale et politique, ce qui en fait un mouvement social inédit par sa forme. Qui sont réellement ces Gilets jaunes? Élément de réponse avec Manuel Cervera Marzal. Il est sociologue et docteur en sciences politiques. Les premières informations qu'on a, qu'il faut prendre avec des pincettes, mais qui nous parviennent grâce à des sociologues qui sont allés sur le terrain pour faire passer quelques questionnaires ou pour sonder un petit peu les personnes, montrent qu'on est face à un mouvement dont la composition sociologique est extrêmement hétéroclite. Après, on peut quand même donner des informations générales qui sont que sociologiquement, il s'agit plutôt de classes intermédiaires ou de classes populaires. Et deuxième élément important, c'est que c'est quand même en grande majorité des personnes qui vivent dans le rural ou dans le périurbain et donc qui avaient déjà été touchées par la mesure restreignant la vitesse à 80 km/h et qui là sont à nouveau touchés par la hausse à venir de la taxe sur le gasoil. Donc c'est quand même ça le profil, plutôt en bas de la société française et bien sûr des automobilistes, même si en fait on se rend compte qu'avec 2-3 semaines de recul maintenant, s'agrègent au mouvement des personnes qui n'ont pas forcément de voiture mais qui se sentent concernées par les revendications.
Ras-le-bol fiscal, ras-le-bol des inégalités sociales, des revendications exprimées également dans d'autres pays. Le mouvement peut-il faire tache d'huile en Europe ? Oui. D'ailleurs, on a vu des gilets jaunes ces derniers jours aux Pays-Bas, en Belgique également, en Espagne quelques-uns, peut-être ailleurs, je n'ai pas regardé partout, mais ce qui est certain, c'est que ça circule beaucoup par les images. Il y a une focalisation permanente des chaînes d'information en continu. Ces images-là, on les retrouve ensuite sur les réseaux sociaux, et sur les réseaux sociaux, on sait bien qu'il n'y a pas de frontières nationales, ou en tout cas les frontières les images circulent rapidement, ça fait tache d'huile. Alors de là à embraser entièrement nos pays voisins, c'est plus compliqué, mais oui, il y a des épiphénomènes et quelques mouvements de solidarité avec les Gilets jaunes au-delà de l'Hexagone. Malgré le soutien réaffirmé du G20 à l'accord de Paris ce week-end, la 24e conférence sur le climat s'est ouverte aujourd'hui en Pologne dans un climat peu enclin à l'optimisme. Même si tous les pays se mettaient à respecter leurs engagements, il faudra en faire plus pour lutter contre le réchauffement climatique. Les enjeux de la COP24, Julien Pavie. La ville polonaise de Katowice accueille la COP24, la 24e conférence des Nations Unies sur les changements climatiques. Plus de 200 délégations réunies avec un objectif, faire respecter les engagements pris en matière de réduction des gaz à effet de serre afin de limiter la hausse des températures à 2 degrés, voire moins. Or, le constat fait par le secrétaire général de l'ONU est sans appel. Pour Antonio Guterres, les nations du monde vont dans la mauvaise direction. Nous avons de gros problèmes avec le changement climatique. Le changement climatique avance plus vite que nous et nous devons rattraper notre retard le plus vite possible avant qu'il ne soit trop tard. Pour beaucoup de gens, de régions et même de pays, c'est déjà une question de vie ou de mort. Tempêtes, incendies, inondations, les phénomènes météorologiques extrêmes se sont à nouveau multipliés cette année et constituent pour les experts les conséquences directes du réchauffement climatique. Selon l'ONU, l'année 2018 aurait été l'une des 4 années les plus chaudes jamais enregistrées. Puissance invitante de la COP24, la Pologne est régulièrement montrée du doigt pour sa trop grande dépendance au charbon. Mais son abandon est tout simplement impossible à court terme en Pologne. Reportage en Silésie de Valérie Goria sur un commentaire de Vincent Ménard. La plus grande mine de charbon en activité en Europe se trouve juste à côté de Katowice où se tient la COP24. Chaque jour, plus de 3500 mineurs, dont Radek, descendent au fond des puits de Piast pour extraire le combustible fossile, à la fois si précieux et tellement polluant. Ici, dans cette région qu'est la Silésie, qu'importe la volonté de l'Europe de réduire les émissions de CO2, le charbon est dans l'ADN des habitants. J'ai vu cette mine de ma fenêtre toute ma vie. Mon père était mineur, mes grands-pères travaillaient dans les mines. C'est une tradition transmise de génération en génération. C'est difficile d'expliquer pourquoi, mais quelque chose m'attire et je continue à travailler dans cette mine. Radek connaît les risques du métier. Les accidents à travers la Pologne ont coûté la vie à 21 de ses collègues depuis le début de l'année. Mais il en connaît aussi les avantages, avec une rémunération qui peut atteindre 1 600 € par mois, soit 2 fois le salaire moyen, et une retraite garantie après 25 ans passés sous terre. Dans le deuxième pays producteur d'Europe, après l'Allemagne, la filière emploie 500 000 personnes, dont 85 000 en Silésie. Si ce processus de décarbonisation se produit aussi rapidement que l'Union européenne le souhaite, nous ne pourrons pas y survivre économiquement et socialement. Les experts recommandent que la part du charbon dans l'énergie passe de 80% aujourd'hui à 39% en 2030, mais Varsovie affiche une ambition plus modeste en visant la barre des 60%. Ces dernières décennies, les restructurations dans le secteur ont déjà entraîné le licenciement de nombreux mineurs de fond, comme Roman, qui, après avoir écumé l'Europe en quête d'une vie meilleure, est revenu au pays mais sans parvenir à retrouver un emploi stable. Il vit désormais de petits boulots et pour échapper à la misère, parfois il n'a d'autre alternative que de travailler dans des mines illégales dans les faubourgs de la ville de Wałbrzych, et ce, malgré la répression policière. Les autorités vont venir, elles vont combler les puits, mais les gens plongés dans la pauvreté vont continuer à creuser de toute façon, parce que le charbon était, est et sera toujours nécessaire.
Loin du sommet de Katowice, les considérations sur le changement climatique restent un luxe distant aux yeux de ceux comme Roman pour qui le déclin du charbon n'est synonyme que de chagrin. Valérie Goria en Silésie pour Euronews. Une page politique à présent. L'Espagne était l'un des rares pays européens avec le Portugal où l'extrême droite n'arrivait pas à percer. Depuis hier soir, le mouvement Vox a fait une entrée fracassante au Parlement régional en Andalousie. Le portrait de Santiago Abascal, le leader andalou, qui fait trembler la classe politique espagnole. À cheval, avec l'intention de reconquérir l'Andalousie. Voilà comment se présente Vox. Le parti officiellement actif depuis 2014 a obtenu dimanche sa plus grande victoire électorale. Le mouvement de Santiago Abascal, ancien membre du Parti populaire, n'avait pas obtenu plus de 0,2% des voix lors des derniers scrutins. Il est désormais un acteur essentiel pour la gouvernance de l'Andalousie. Une réussite, alors que le parti n'avait pas spécialement de programme, au-delà d'une centaine de propositions pour l'ensemble de l'Espagne qui résument la vision anti-immigration du mouvement. Nous ne voulons pas de l'Union européenne d'Angela Merkel qui a ouvert les portes à l'immigration massive et qui est en train de transformer l'Union européenne. Voici ces solutions pour gérer la crise catalane qui secoue l'Espagne. Il faut suspendre indéfiniment l'autonomie de la Catalogne et poursuivre, juger et condamner ceux qui ont perpétré ce coup. Et le leader de Vox ne cache pas ses références politiques. Ce que Trump représente avec toutes ses nuances et tous ces mouvements qui émergent en Europe, tout ça va se pérenniser. Le parti Vox souhaite aussi abroger la loi contre les violences machistes, mais également abolir ou interdire les partis indépendantistes. Les électeurs de Vox sont pour la plupart des hommes de 45 ans qui gagnent en moyenne 2 000 € par mois et qui ont une idéologie d'extrême droite. Cette victoire, qui a surpris l'Espagne, devra se confirmer lors des prochains rendez-vous électoraux de 2019. L'OTAN a demandé aujourd'hui à la Russie de libérer les marins ukrainiens arrêtés par Moscou en mer d'Azov. L'Alliance Atlantique et les chancelleries manœuvrent toujours en coulisses pour éviter une escalade dangereuse entre l'Ukraine et la Russie. Les tensions entre Kiev et le Kremlin ne sont pas près de retomber. Tous les marins ukrainiens arrêtés par les autorités russes auraient désormais été inculpés pour franchissement illégal de frontières. Une affirmation de l'un des avocats des militaires qui se trouvaient à bord des 3 navires interceptés il y a plus d'une semaine dans le détroit de Kertch, selon une agence russe. La Russie doit libérer les marins et les navires ukrainiens. Elle doit également permettre la liberté de navigation et un accès sans entrave aux ports ukrainiens dans la mer d'Azov. Les navires ukrainiens, tant militaires que civils, ont le droit de naviguer dans le détroit de Kertch et la mer d'Azov. Selon le président ukrainien Petro Porochenko, Moscou, qui a annoncé le déploiement de nouveaux missiles anti-aériens, compterait créer un corridor de la Russie à la Crimée, une affirmation démentie par le Kremlin. Cette déclaration est absolument absurde. C'est une nouvelle tentative pour générer des tensions. Malheureusement, il est fort probable que de telles tentatives se renouvellent à l'approche des élections en Ukraine. La Russie n'a jamais rien envahi et n'a jamais créé de corridor. 2 ports ukrainiens, Berdiansk et Mariupol, se sont trouvés de fait sous blocus russe en mer d'Azov, puisque les navires ne peuvent plus sortir ni entrer dans cette zone. De l'art radioactif pour refermer cette édition. Gros plan sur l'artiste Nick Vesey. Le Britannique exploite les rayons X pour créer un univers sans phare et sans retouche. Annelise Fantino. C'est une galerie et un studio photo aux allures de bunker. Un lieu inédit qui abrite le travail de Nick Vesey dans le Kent. L'artiste britannique qui a fait ses armes dans la publicité et le design est un véritable pionnier des rayons X. C'est le procédé qu'il a choisi malgré ses contraintes pour immortaliser des objets ou des corps donnés à l'art. Mon travail s'érige fondamentalement contre la superficialité. Il montre de quoi sont faites les choses et ce qui les constitue. Il n'y a pas de retouche, pas de filtre, c'est juste une enquête médico-légale.
Le lieu, conçu par l'architecte Guy Holloway, tient compte des contraintes imposées par les rayons X. Le studio, niché dans une pyramide de béton, évite que les radiations ne se propagent. Il permet aussi aux visiteurs de s'immerger dans ce processus de création si singulier. Voilà, c'est tout pour cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. L'actualité continue sur Euronews et euronews.fr. Très bonne soirée.